Frankrijk. Bonjour. De basis van onze Europese beschaving. Ik woon hier al 12 jaar met heel veel plezier. Maar sinds de recente gebeurtenissen vraag ik me wel af in wat voor land ik leef. Hoe denken de Fransen eigenlijk over zichzelf? En staat Frankrijk echt op instorten? Met het lood in de schoenen lopen we door een van de banlieues, zoals de beruchte buitenwijken van Parijs heten. Ik kom hier nooit, en waarom zou ik ook? Ze staan synoniem voor criminaliteit, armoede en tegenwoordig ook voor terrorisme. 10 jaar geleden was deze wijk het toneel van hevige rellen. Ze braken uit nadat 2 jongens, opgejaagd door de politie, een tragische dood stierven. C'est pas là, ils étaient dans une petite structure qui est sur le terrain. Un petit truc en béton et à l'intérieur, il y avait un gros transformateur à l'intérieur. Dès qu'ils l'ont touché, là, ça a pété. Nous, on était là, on dit, mais nos amis sont dedans. Et les pompiers, dès que les pompiers sont arrivés, ils ont dit, c'est mort. Ils sont morts. Et après, il y a un jeune qui a pris la parole, il a dit, c'est à cause de vous, ça. Et les policiers, ils ont commencé à s'énerver aussi. Reculer, hop, et après c'est parti en bagarre. Ça a commencé ici, là. Ouais. Et après, dès c'est parti en bagarre, et les policiers ont commencé à sortir leurs armes et tout. Après, ça a chauffé. Ouais. Het incident deed de woede van jongeren in heel Frankrijk ontvlammen. Is dat misschien een voorbode van de woede die sommigen nu tot bloeddorstige terroristen maakt? Net als 10 jaar geleden werd na de recente aanslagen de noodtoestand van kracht. Maar nu praat de politiek over oorlog in plaats van sociale onrust. En men vraagt zich hardop af of de islam geen bedreiging is voor de Franse manier van leven. Frankrijk houdt zijn adem in. Elk moment zou die haat weer kunnen toeslaan. Of het nou tegen Frankrijk is gericht, of juist tegen de met argusogen bekeken moslims. En het helpt ook niet dat een van de grootste moskeeën bij Parijs gevestigd is in een voormalig icoon van de Franse economie, een Renault-garage. Bah là, vous allez voir justement un héritage laissé par Renault, qui est toujours d'actualité. Ouais. Donc voilà, ça montre bien que c'était un ancien garage. Voilà. Aujourd'hui, des musulmans sont venus poser une question à des gens non compétents. Une chose grave est apparue en islam. Combien de vies ont été gâchées? Combien de fois on a gâché la vie à des jeunes? Il est impossible qu'une personne qui prend le Coran et qui ne connaît pas les causes de la révélation et qui ne connaît pas les hadiths du Nabi alayhi salatu wassalam et qui n'a pas une compréhension de la langue arabe, c'est impossible qu'il parvienne à la bonne compréhension qu'Allah a voulu. Il y a des soldats armés lourdement. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Pour vous protéger ou pour vous surveiller? Les deux. C'est le plan Vigipirate. Les deux. Nous protéger, nous surveiller. Comme on n'a rien à cacher, ils sont libres. On va manger peut-être un peu, hein. Parce que sinon, en tout cas moi j'ai un peu faim. Il n'y a pas d'harissa? Si? Ah, mais Jamal. Harissa, Kaina. Harissa. Oui, Kaina. Ah, ça c'est bien. Si quelqu'un qui ne connaît pas votre communauté, aujourd'hui on voit des centaines d'hommes qui viennent ensemble pour prier, pour écouter, est-ce que vous comprenez des gens qui voient ça et se disent « Ouh là là, il y a plein de barbes, peut-être il y a 1 ou 2 ou 3 qui nous veulent du mal ». Exactement, bien sûr qu'on comprend ça. On comprend parce que vous savez, ça, même nous on l'a vécu. C'est-à-dire quand on dit dans nos pays d'origine, je veux dire par là,
soit l'Algérie par exemple, qui est un exemple récent. Aujourd'hui, la barbe, elle veut rien dire, parce que maintenant, même les extrémistes, ils ont plus de barbe maintenant. Donc, avant, c'était de la barbe. Des barbes maintenant, les journalistes, la télévision. C'est à la mode maintenant. Le prophète a comparé le musulman à une abeille. L'abeille, elle apporte du bien, elle apporte du miel, elle va vers les fleurs, etc. Un musulman doit être comme une abeille. C'est ça l'objectif. Et L'abeille peut piquer aussi. elle peut piquer, c'est vrai. Elle peut piquer quand on la provoque, quand on la cherche. quand on la provoque, elle peut piquer. Mais à la base, l'abeille, elle apporte le bien. Donc, c'est ce Vous vous qu'il faut. sentez provoqué parfois? Bien sûr, tout le temps. Je me sens mal quand je vois les jeunes de ma communauté souffrir. Je me sens mal quand on a peur de moi, quand on doute de ma citoyenneté. Vous décrivez la religion la plus intelligente et tolérante sur la planète, dans votre définition. Et en même temps, c'est une religion qui a la plus mauvaise image de tout, comme être rigoriste, dangereuse, sectaire. Il y a quand même un énorme compte. Comment c'est possible parce que que- votre religion, avec vos principes, a obtenu cette image-là? Bah, au début, franchement, il n'y avait pas beaucoup de religieux. Je veux dire, la plupart des jeunes, moi quand je venais à la mosquée, il n'y avait pas du tout de jeunes. La plupart, c'est des personnes âgées. Et il n'y avait pas aussi l'extrémisme comme il est maintenant. L'extrémisme se manifestait de d'autres manières. Par exemple, les gens n'aimaient pas la France, pas pour la religion. Ils n'aimaient pas la France avec leurs chansons de rap. D'ailleurs, moi, je me rappelle, quand j'étais petit, j'écoutais le rap. Donc il y avait des chanteurs qui portaient un discours de haine face à contre la France, etc. Et avec les années, ce discours de haine il s'est transformé en religieux. Vous voyez? Quand j'étais jeune, il y avait cette haine-là. Mais ce n'était pas au nom de la religion. C'était au nom des inégalités. Au nom du racisme, discrimination. Aujourd'hui, c'est devenu au nom de la religion. C'est ça la différence. Avant, les gens ne connaissaient pas la religion. Qu'est-ce que c'est ça? L'appel à la prière. Ah oui, encore. Chaque prière, il y a un appel. Il y a 5 prières par jour. C'est vrai. Il y a certains musulmans, leur pratique de l'islam, c'est plus un domaine psychique que religieux. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans la quête de l'au-delà. Il y en a certains, c'est vraiment, ils sont dans une quête de se valoriser. Je donne un exemple concret. Ouais. Comment vous expliquez que les musulmans, en France, je parle, parce qu'ils donnent énormément d'importance au fait de manger halal, de ne pas manger de porc, alors que ils ne font pas la prière, pour beaucoup, ils ne donnent pas l'aumône, ils ont des mauvais comportements vers leurs parents, ils coupent les liens de parenté, ils ne parlent pas avec leurs frères. D'où justement cette conclusion qui est la démarche, elle n'est pas spirituelle. Non. Si la démarche, elle était spirituelle, pourquoi se focaliser? Parce que justement, on a envie de se démarquer des Français. C'est ça en fait. Donc c'est devenu plus une bataille. Hein? Voilà, une bataille d'ego. D'accord. C'est logique, ça, c'est l'être humain. Voilà, c'est... Là, c'est de la prière. Je vais juste aller prier après. Je reviens. Ok, très bien. À tout de suite. Oui. Très bien. Als ik naar deze mannen kijk, vraag ik me af hoeveel railschoppers van 10 jaar geleden zich nu in de islam hebben verschanst. Om het als wapen te gebruiken tegen de Franse maatschappij. Een maatschappij waar zij part nog deel van kunnen of willen uitmaken. Ik voel de kloof. De diepe kloof met de wereld die ik zelf zo goed ken. Ça, c'est l'entrée de la salle d'exposition. D'accord. Et donc là, on est en train d'installer le contenu d'une grande propriété. Donc c'est pas du tout fini, les tableaux sont pas accrochés, tous les objets sont pas déballés. Ce château était vidé par Christie's et nous vendons tout le contenu. Pourquoi quelqu'un veut vendre le contenu total d'un château? Parce qu'il doit passer à autre chose. On a acheté un autre en Sicile. Il ne peut pas avoir les deux. Il a pris une décision. Il faut bien qu'il y a toujours une bonne raison pour vendre. Non, mais c'est vrai. Dites le président de Christie's. Non, mais les gens ne vendent pas comme ça. Voilà, ça continue ici. On entre dans le salon Louis XIV. Voilà, très beau, des tables à jeux. Tout ça, c'est 17e. Oui, fin 17e, début 18e. Le roi. Le grand roi qui a façonné la France. Il est peut-être à l'origine du mal français, alors.
et la Hein gloire française qui pèse Ah oui, maintenant. oui, c'est je ça. ne sais pas. Je ne sais pas. Mijn vriend François de Ricles komt uit een adellijke familie. Hij hecht zelf weinig waarde aan die afkomst. Maar in de chique wijken rondom zijn kantoor zal een adellijke titel echter geen uitzondering zijn. Hier in het 7e en 8e arrondissement klit de elite van oudsher bij elkaar. C'est quoi les codes quartier du 7e Non, mais ça peut être le 16e, ça peut être le 8e, ça peut être des générations aussi qui ont habité la même ville, qui sont allées dans les mêmes écoles, à peu près aux mêmes endroits, donc qui créent les mariages, oui, c'est ce qu'on appelle le... Enfin, c'est très courant, je pense. C'est la manière dont les familles se construisent et les réseaux s'étendent pour... et qui confère à ces familles une petite influence, quelquefois une grande influence. Ça fonctionne comment, cette influence? Dans le fait où, à force de connaître pas mal de gens dans un milieu qui a une sorte de, non pas de puissance, mais qui est parfois au cœur de décisions, soit économiques, soit permet d'arriver plus vite. C'est là où c'est si difficile à des gens qui n'ont pas ces avantages d'arriver, de connaître les codes, les gens. C'est tellement simple quand on a été en classe avec quelqu'un, pour moi, qui est par exemple le fils d'un très grand collectionneur, c'est plus facile de les rencontrer, de leur parler que quelqu'un qui habitait la province, qui est venu à Paris à 18 ans pour faire des études et qui n'a pas eu la chance et qui est obligé d'agir autrement. Ça te gêne? Ah non, pas du tout. Non. Quoi, moi, ça me gêne d'avoir bénéficié de ça? Ah, pas du tout. J'estime que j'ai eu de la chance et que j'ai su en profiter, mais pas dans le mauvais sens de profiter, dans le sens j'en ai fait quelque chose. Il y en a qui n'en auraient rien fait. Donc, je trouve même que je suis plutôt méritant. Ce centre existait déjà quand vous étiez petit? Ouais, il existait déjà, mais il n'était pas dans... Il n'est pas dans cet état-là. D'accord. Ici, ouais. Oh Qu'est-ce qu'il y a? C'est mes potes. Ah d'accord. Et ça aussi? C'est mes potes d'enfance, tout ça. Ah d'accord, ils sont toujours là? Ouais. Ah, ça glisse. Ça va? Ouais, Bien. ça va. Bonjour, Wilfred. Vous allez bien? Bonjour. Et donc, dis-moi, vous habitez là? Ouais, au 9e Vous êtes- étage. 9e là? Ouais, 9e ici, là. Sans ascenseur? Ouais, il n'y avait pas d'ascenseur pendant 5 ans, 6 ans. C'est quand même un peu triste à voir ça. Ouais, hein, tu vois. Tu vois. Là, on avait les voitures abandonnées, on jouait dans les voitures abandonnées et tout. Ouais. Tu vois. Comment t'expliques ça fait 10 ans et tu vas me dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Ça fait 10 ans, ça s'est cassé. Les enfants, quand ils jouent, ils montent par là, ils rentrent là-dedans. Quand tu commences à... Déjà, quand tu sors de l'école, t'as pas de travail. Tous les matins, tu te réveilles, ta mère un peu, elle t'engueule. Bon, allez, va chercher du travail, tu sors en bas. Tu sais même pas vers où t'orienter. Tu sais pas quel travail tu vas chercher. Tu demandes à qui en premier? Tu demandes au grand du quartier qui est en bas de la maison. Mais le grand du quartier qui est en bas de la maison, il a au moins 25 ans ou 30 ans. Il est en bas du quartier. Il n'est pas là pour rien. Tu lui dis, bon, ouais, t'as pas un travail pour moi? Il te dit, ah ouais, tu veux un travail? Moi, j'ai pas de travail. Mais si tu veux, je peux te donner ça, tu les vends, tu restes ici. Et là, tu vas te faire un peu d'argent. Il te sort une bonne miage de billets. Et toi, tu t'es jeune, tu dis, waouh, je peux gagner ça? Il dit, ouais, tu peux gagner ça. Après, c'est mental. Après, c'est soit tu es faible d'esprit, soit tu es fort d'esprit et tu sais que, bon, je préfère être tranquille et avoir 1 euro dans ma poche, et pas de problème, qu'avoir tout cet argent-là, mais regarder derrière moi s'il n'y a pas les flics ou s'il n'y a pas quelqu'un qui va vouloir me prendre l'argent. Ondanks alle moeilijkheden in zijn leven is Igor nooit bij de pakken neer gaan zitten. Bij gebrek aan een baan is hij met een paar vrienden een kledinglijn begonnen die heel populair is onder jongeren in de banlieue. La France, je veux le trouver normalement. Hop là, attendez, je ne l'ai pas vu ici. À la France, vend le mieux? Ah, la France, c'est bien vendu. Et voilà. Et voilà. Ah, là, on peut être sûr que c'est celui-là.
Dream Team, Flags, France. C'est ça. Vous voulez quand même savoir, parce que vous bossez dur, vos boutiques, etc., etc. La vie dehors, il y a de l'argent facile aussi dans les quartiers. Vous n'êtes pas tenté? Non. Ça mène à rien. Ça mène à rien? Ouais, ça mène à rien. Ça mène à quoi? La mort ou la prison. Simple. Ouais. C'est tout. Ouais, c'est ça. Et vous avez vu ça? Ouais, j'ai vu. Hein. Des gens en prison? Ouais, Des gens morts? Ouais. Vous pouvez raconter? Vous voulez une anecdote? Bon. Par exemple, je vais vous dire un truc. Mon grand frère, il faisait des petites conneries des fois. Mais à un moment, il s'était rangé, il s'est mis dans le droit chemin. Il avait monté son entreprise. Mais le passé l'a rattrapé. Voilà. Il a fait de la prison. C'est moi qui allais le voir au parloir pour l'aider un petit peu. Avec sa femme et tout. Et il y a 2 ans, il est mort. Il a été retrouvé enterré, calciné, avec une balle dans la tête. Donc, mon grand frère, c'était comme un exemple pour moi. Ouais. Est-ce que vous pensez que vos politiques comprennent ce qui se passe ici? Comprendre, je ne sais pas s'ils le comprennent. Mais ils le voient en tout cas. Et non, pour faire avancer les choses, je pense qu'ils ont un peu la crainte des jeunes. Voilà, quand moi, par exemple, je vais arriver avec mon association et je vais dire, voilà, j'ai un groupe de 20 personnes qui peuvent aider les entreprises pour faire les travaux, pour vous aider en mairie, pour vous aider dans les événements. Eux, ils vont être un peu réticents. Ils vont dire, non, peut-être on préfère prendre... Manque de confiance. Voilà, manque de confiance. Je trouve qu'il y a un manque de confiance entre les jeunes du quartier et les politiciens. De mensen in de buitenwijk hebben het gevoel dat hun stem nauwelijks gehoord wordt. Dat de elite boven hun hoofden maar ongestoord kan doen wat ze wil. En dat sentiment is niet van gisteren. Vrijheid, gelijkheid en broederschap staan vanaf het ontstaan van de republiek al onder druk. Napoleon is eigenlijk wel de belangrijkste figuur uit de Franse geschiedenis. Aanbeden, soms bekritiseerd. Speelde een heel belangrijke rol tijdens de revolutie. Die een einde maakte aan de macht van de koning, de kliek en hun privileges. Maar zo gauw deze held van de revolutie de kans zag, werd hij alleenheerser en liet zich zelfs tot keizer kronen. En dat lijkt nog steeds een belangrijk gegeven. Heel veel Fransen hebben het gevoel dat hun nu democratisch gekozen president eigenlijk ook een soort alleenheerser, een keizer is, omringd door een hof hovelingen met voorrechten. Bij een hof hoort ook een hofnar, die onder het mom van een grap de heersers scherp bekritiseert. En ook dat bestaat nog in Frankrijk. Er is een klein weekblad waar je als Nederlander in de kiosk gewoon overheen zou kijken. Het lijkt wel een schoolkrantje. Maar niets is minder waar. Het is de luis in de pels van de macht. De journalisten van de Canaar letten als haviken op de machthebbers en doen in Frankrijk de meeste koppen rollen, als een moderne guillotine. C'est la mairie de Paris. La principale, ça va être ça, à 5 Là, l'avantage, ils vont l'avoir ce soir, et ils ont avant tout le monde. Avant tout le monde, parce avant que... les particuliers, s'il y a des petites choses qui vont pas à l'intérieur. C'est de la politique. C'est de la politique. Quand t'as les informations avant tout le monde. C'est mieux. C'est mieux. Parce que connaissance, c'est pouvoir. Et il y a même de la police qui vient chercher pour la police. Non. Gendarmerie. Gendarmerie, pardon, excusez-moi, je suis hollandais, je connais jamais la différence. Et donc vous venez la chercher pour... Pour un ministère. Quel ministère? Pour la communication, il faudra voir avec mon autorité d'emploi. Ah oui, voilà. Droit des réserves, c'est ça. Mais le ministre, donc, veut l'avoir aussi. Voilà. D'accord. Donc il y a tout le pouvoir de la France réuni là. Ministre, presse, assurance. Tous les décideurs de la France. Tout. Bonjour. Matignon, s'il vous plaît.
Matignon, celui-là. Et voilà. De Canard enchaîné is de enige onafhankelijke krant in Frankrijk die dus niet in handen is van een rijke magnaat links of rechts. De schandalen worden hier opgeduikeld, maar dan niet gepresenteerd in een serieuze onderzoeksvorm, maar als grap, als scherts, met een tekening, een grappig stukje, woordspelingen, een heel bijzonder genre krant. Die denk ik alleen kan bestaan in een politiek systeem dat zo gesloten is dat je alleen met satire en scherts nog enigszins de troep naar boven kunt krijgen. Est-ce que c'est un blasphème, ça? Il faut que ce soit celui qui regarde le dessin qui se sent interrogé. Ça passera au Canard? C'est passé à un carré tout noir. Sans yeux. Voilà. Ça, c'est passé. Donne-moi une tranche du bon alors. Non, mais on va lui laisser à lui. C'est épouvantable. Moi, je suis pour le saucisson de Corse, je te le dis. Pardon, c'est dégueulasse. C'est un bouffon. Ah mais non, il est un bouffon. Moi, je suis pour l'indépendance de la Corse et rétablir les taxes aux frontières ou sur le sauciflard corse. Ok, ça va. C'est le travail de n'importe quel journal d'être critique. Nous, on le fait d'une autre manière, simplement. On le fait d'une manière qui est un peu reliée à une tradition française de la moquerie, ce qu'on appelait les libelles au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, quand il y avait des rois. Et on fait un petit peu comme s'il y avait toujours un roi en France. C'est-à-dire s'il y avait une cour, il y avait une tradition de courtisanerie, de respect de tous les puissants. Et le Canard a une façon de traiter ces choses et ces personnes un petit peu dans la tradition de ses écrits d'autrefois. Vous êtes là, un peu fou du roi. Ouais. Comment ça fonctionne ce rôle? Fou du roi peut être ignoré. Oui. Vous n'êtes pas du tout ignoré par la classe politique. Non. Et alors, on n'est pas ignoré parce qu'on a une certaine surface, c'est-à-dire qu'on a 2 millions de lecteurs, entre 2 et 3 millions de lecteurs. Donc ça pèse que le fait qu'on révèle certaines choses peut impressionner les pouvoirs, se dire que c'est un journal sérieux, c'est un journal qui peut approfondir les choses. Donc ça, c'est des éléments qui font qu'on est plus respecté, donc écouté. Mais il y a aussi quelque chose qui ne dépend pas de nous. Et c'est une chose qui est propre aussi aux médias français, je crois, c'est qu'ils ne sont pas très solidaires. Et c'est-à-dire que vous pouvez poser une question et être seul à poser cette question. Les autres médias ne vont pas relayer votre question. Si c'est une question gênante, il peut arriver que des pouvoirs disent « on ne vous répond pas, allez vous faire voir », et c'est terminé. On n'a pas d'accès à autre chose. Comment dans une république démocratique, le pouvoir peut se permettre d'être si arrogant? Il faut se rappeler qu'il y a encore 30 ans, il y avait un ministère de l'information, que le ministre de l'information avait un logement de fonction à la maison de la radio publique, qu'il intervenait directement sur le menu des journaux télévisés de la télévision française. Il disait ce qu'il y avait à dire ou à ne pas dire. C'est encore il y a 30 ou 40 ans. Voilà, on est encore dans on est héritier de cette tradition de respect, de mainmise d'un pouvoir sur l'information. Aujourd'hui, on n'y est plus, mais il y a encore des réflexes culturels qui sont liés à cette histoire. Je crois que c'est fort, ça. Donc la critique doit se former peut-être en forme d'humour, satire. Voilà, ça c'est une façon, je pense, de sortir de cette complaisance, de cette révérence vis-à-vis de ces pouvoirs, c'est de dire, mais attendez, vous êtes un être humain, vous avez vos faiblesses, moi aussi d'ailleurs, je ne vous prends pas totalement au sérieux, vous n'êtes pas une icône, donc voilà, répondez-moi sur ces faiblesses, expliquez-vous sur telle ou telle chose, voilà. Oh kijk, hier zien we nu de armoede hier, dat zijn de Rom. De meeste Fransen zullen nu onmiddellijk het knopje induwen van oh jezus, daar hebben ze weer die lui. Ze snappen natuurlijk wel dat ze hier moeten zijn, want de rijke Parijzenaren die zijn zelden in Saint-Denis. Die karren op de snelwegen zoals wij nu staan, daardoorheen. Let op je tas, alsjeblieft. Ja, ik zou hem nu vooral dicht doen. We zijn een hartje Saint-Denis,
inmiddels een van de meest beruchte buitenwijken van Parijs. Hier vond na de gruwelijke aanslagen in november de belegering van een woning plaats waarbij een terreurverdachte zichzelf opblies. Op nog geen steenworp afstand van die plek ligt de school van de Légion d'honneur, vernoemd naar de hoogste onderscheiding van Frankrijk. Bonjour madame, c'est Wilfred de Bruin de la télévision néerlandaise. On a rendez-vous avec madame Chrétien. Het is een meisjesinternaat. Deze school belichaamt als geen ander de paradox van de Franse Republiek. Het is de enige openbare school in Frankrijk die niet voor iedereen toegankelijk is. Slechts voor vrouwelijke nazaten van gedecoreerde helden van de Republiek. Het is ook de enige openbare school waar de directrice overste heet. En haar eigen docentenkorps en haar eigen leerlingen mag uitkiezen. Het hoeft geen betoog dat zowel leraren als leerlingen het neusje van de zalm zijn. Madame la surintendante, on est dans le paradis là. Le paradis de l'éducation. Faut que je réponde. Pourquoi ça se fait faire rire? Mais non, parce que je m'attendais pas à ça. Non. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui? Vous dites ce que vous voulez. Ah bon. C'est pas un paradis ici? Si, c'est un paradis, effectivement, de l'éducation, comme vous dites. Oui. La force de ce paradis, c'est qu'il est unique, d'abord, qu'il y a la tradition et la modernité qui sont là, et la relation que l'on a effectivement avec les valeurs de l'ordre de la Légion d'honneur, honneur et patrie. J'étais étonné de voir dans votre établissement beaucoup de portraits de Napoléon, l'empereur. Le fondateur. De l'ordre. Et des maisons. Tout à fait. Et en même temps, quelqu'un qui a mis fin à la République. C'est les contradictions françaises. Oui, mais c'est Napoléon, quoi que vous fassiez aujourd'hui encore en France, il y a Napoléon quelque part, ou derrière un élément de la construction de la société française. Alors, c'est un personnage qui, effectivement, parfois est un peu controversé, suivant les époques. Il est adulé ou détesté. Néanmoins, il y a encore beaucoup de choses que nous devons à Napoléon. Quelqu'un a eu une Légion d'honneur dans votre famille. Oui. Et c'était qui pour vous, Camille? C'était mon arrière-grand-père, c'est-à-dire le père de ma grand-mère paternelle, voilà, qui a eu sa Légion d'honneur en 14-18, pendant la guerre de 14-18. La Première Guerre mondiale. Voilà, c'est ça. Voilà. Et quelles sont les différences avec les autres écoles? Il y a beaucoup plus d'exigences, je dirais. Il faut vraiment travailler personnellement. Aussi, les profs ont la possibilité, nous offrent une meilleure culture. C'est-à-dire, je sais qu'en sortant de la Légion, j'aurai une culture générale qui serait très riche, très approfondie. Ça, c'est très intéressant pour les études supérieures, puisque c'est ce que les grandes écoles recherchent. Et le bâtiment, déjà. Vous êtes Oui, ici. oui. Quand j'ai vu le lycée la première fois avec mes parents, on a pensé que c'était Harry Potter, sérieusement. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, on a de la chance d'être dans un monument historique, et ça, c'est quand même un beau cadre c'est un beau cadre de vie. Et vous êtes la première femme de la famille à être à cette école? Oui, je suis la première. Et peut-être, je ne l'espère pas, la dernière. Mais pour ne pas être la dernière, il faudrait que mon grand-père, ou ma grand-mère, ou mon papa, ou ma maman, ou moi-même aient la Légion d'honneur. Et donc il y a toutes ces valeurs, vous en parlez, le travail, l'honneur, la patrie, vous en avez parlé avec beaucoup d'éloquence. Vous n'en avez pas marre parfois? Comment ça? Bah non, parce que je pense que l'honneur et la patrie, déjà, c'est des valeurs essentielles pour avancer dans la vie, puisque l'honneur, c'est le respect vis-à-vis de soi, c'est le respect vis-à-vis des autres. L'honneur, c'est savoir se tenir, savoir avoir de l'honneur. Et ça va avec les valeurs aussi inculquées par la France, ça va avec la devise française, ça va avec la patrie, avec le respect de son histoire, savoir d'où on vient, pour savoir qui l'on est. Donc pour vous, c'est essentiel. C'est pas seulement en essentiel une leçon non, que vous avez non, mémorisée. Non, pas du tout. Vous vivez cela. Non, on vit cela, et je pense qu'on vit cela depuis qu'on est petit, parce que le respect des autres, le respect de soi-même, c'est quelque chose
qui est essentiel. On ne peut pas vivre sans ça. Sans ça, on ne peut pas avoir... je sais pas, ça ne peut pas se passer correctement si on ne respecte pas les autres, si on ne se respecte pas. De meisjes op het internaat worden klaargestoomd voor de Grandes Écoles, de topopleidingen van Frankrijk, waar vrijwel alle machthebbers van het land ooit hun hoger onderwijs genoten. De Grandes Écoles selecteren slechts de meest getalenteerde leerlingen die tevens beschikken over een brede culturele en algemene ontwikkeling. De school van de Légion d'honneur heeft alles in huis om de meisjes hierop voor te bereiden. Allez, je termine de vous distribuer le matériel que vous allez observer. La vie de cet homme. Comment il vit la nuit, après avoir découpé là. Alors, qu'est-ce que vous constatez quand vous voulez percer l'œil pour pouvoir découper? Ça ne se perce pas. C'est facile ou pas? C'est dégoûtant. C'est très difficile. Oh non. Ah, c'est horrible. Ouais, mais ça fait rien. T'arrives à couper comme ça? Bah écoutez, ça fonctionne plutôt bien. En gros, on le met dedans si tu le dis. Ouais. Ah oui, on y va, venez. Bah, c'est à vous de dire. Voilà, votre chambre. Oui, oui. Et là encore, on n'est pas beaucoup parce qu'il n'y a que les classes de littéraire. Et quel est votre lit à vous? Mon lit est juste derrière. Lequel? Lequel? C'est celui-ci. Ah oui. Oui. Quand on finit notre étude le soir à 21h, Oui. on remonte, on doit se pointer, c'est-à-dire signaler qu'on est bien dans le dortoir. Oui, où ça? Vous pointez où? En fait, c'est une surveillante qui passe et qui a des listes Oui. avec nos noms, nos classes, et on doit aller la voir et dire bon, je suis là, c'est bon, je suis bien présente, je ne suis pas enfuie à travers le parc. Ça, c'est 21h le soir. Est-ce que vous connaissez des filles qui ont une vie autre que vous? Bien sûr. Et vous n'êtes pas jalouse parfois de leur vie, de leur liberté? Non, parce que c'est un choix en venant ici. C'est pas, on nous impose pas, les parents ne nous imposent pas, personne ne nous impose de nous dire maintenant pendant 3 ans, pendant 7 ans, pendant 5 ans, enfin voilà, pendant une durée indéterminée, tu vas rester ici avec un uniforme, avec seulement des filles. Ici, vous êtes quand même derrière un mur, mais on voit le Stade de France. Oui. Vous êtes déjà allé? Moi? Oui, le Stade de Non. France. Pas envie? Non, c'est pas trop mon truc. Le foot? Non, pas du tout mon truc. Mais il y a des concerts aussi. Oui, mais bon, moi j'aime beaucoup la musique classique. Ouais, il n'y a pas de classique là-dedans, c'est vrai. C'est dangereux, Saint-Denis? Saint-Denis, je connais pas beaucoup. Alors, parfois on peut avoir de mauvais échos, comme de très bons échos aussi. Il y a un festival de musique classique qui est très réputé, qui est le festival de Saint-Denis. On en entend tout le temps parler. Mais bon. Vous savez très bien que Saint-Denis n'a pas une image Oui. aussi Non, équilibrée. non, c'est pas aussi équilibré que ça. Mais après, je ne suis pas dionysienne. Enfin, je suis pas habitante de Saint-Denis, donc Non. je peux pas vous dire tous les ressorts de la vie. Non. Je sais que ça a pas très bonne réputation. Non. Mais bon, je sais aussi d'en tirer le positif. Hein. Yeah. On vit à la Légion. Ici, c'est un havre, un peu, dans Saint-Denis. C'est parler avant de confiance, mais quand on vit comme ça, au moins ça donne pas confiance en soi. Hein. Non. Non, on se dit que c'est l'enfer. On se dit on va pas y arriver. Hein. C'est dur, hein, un jour. Mais vous avez trouvé cette confiance, cette force. Ouais, parce que je crois que j'ai été à l'extérieur aussi. Parce qu'à l'âge de 21 ans, j'ai quitté chez mes parents. Je suis parti vivre en colocation avec des amis. Mes amis avec qui on a fait des affaires. Mon meilleur ami avec qui j'ai fait le transport. Et à l'extérieur, ça m'a permis aussi de voir comment s'en sortent les gens. Mais j'étais un peu déjà dynamique. À la base, je suis quelqu'un que, voilà, j'aime bien. Hein. Ouais. Je faisais déjà à l'âge de 5-6 ans, je faisais des économies, mes pièces. Ouais. J'étais quelqu'un, je voulais un peu j'aime bien avoir des belles choses. Tu vois. On a l'âge de parler, on peut se faire entendre et on peut faire des choses aussi. Donc on n'est pas négligé. Alors qu'à 18 ans, tu viens
Oui, il faut faire ça dans le quartier. On dit, petit, rentre chez ta mère, là. C'est vrai. Non, vous n'êtes plus le petit. Mais maintenant, vous êtes le Igor. Là, c'est monsieur maintenant. Monsieur Monsieur Igor Lumini. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi être poussé dehors de cette élite? Est-ce qu'on peut le... Si un drame survient, on tue sa femme, ses enfants, on les assassine, on fait une banqueroute scandaleuse, on vole la veuve et l'orphelin, on doit pouvoir, en tous les cas, en partie en sortir. Tout est question de volonté dans la vie. Après, si on a envie d'y rentrer à nouveau, on doit pouvoir réussir en partie à y rentrer. Ici, derrière des murs, dans ces lieux magnifiques, c'est quand même un flagrant contraste avec le monde juste dehors. Oui, mais j'ai envie de dire, on était là avant. Nous sommes là depuis plus de 200 ans. Cela veut dire, derrière cette question, l'image qui apparaît souvent, c'est que c'est un établissement d'élite où on choisirait uniquement sur des éléments sociaux, ce qui est faux. C'est-à-dire que entre deux dossiers égaux en matière scolaire, nous allons plutôt privilégier la jeune fille qui est en difficulté familiale, qui ne vient pas forcément d'un milieu favorisé, pour lui permettre justement de réussir dans les bonnes conditions. L'école a donc aussi une vocation sociale. Absolument. La vie de société. Oui. Et ça, c'est un élément très important dans l'école et qui est en rapport aussi avec les valeurs de la Légion d'honneur. Et qui s'est marié là? C'est mon fils, c'est à moi. C'est mon petit frère. Monsieur, félicitations. Votre frère. Là-bas, il va à la mosquée alors. Tout va pour le bien à Saint-Denis. Nous, on vit notre vie et on laisse les petits chiens faire la leur. C'est un mariage aujourd'hui là. Voilà. C'est pas un reportage. Madame, qu'est-ce que vous pensez de cette fête là? Pas grand-chose. Il y a toujours quelque chose ici à Saint-Denis de toute façon. Comme ça? Pas toujours comme ça, il y a ça et autrement. Vous aimez Saint-Denis? J'aime beaucoup moins maintenant. Pourquoi? Ça a beaucoup changé. Et pas dans le bon sens. Broederschap staat er op het stadhuis. Daar is weinig van te merken op het plein. En hoezeer de republikeinse waarden ook worden gehuldigd op het meisjesinternaat, buiten de muren voelt dat toch anders. La Légion d'honneur, elle n'est pas pour tout le monde. Il y a des petites filles là, des non-français qui ont la Légion d'honneur qui sont dans l'école. Oui, et ben c'est des gens qui soit étaient dans les armées des colonies ou soit des résistants. Mais mes parents n'étaient pas, ils peuvent pas. Et donc même si vous aviez une Légion d'honneur dans votre famille, vous considérez d'envoyer une de vos filles ou petites filles dans l'école? Non. Venez le samedi, le vendredi soir ou le samedi, vous verrez le nombre de très très belles voitures qui passent ici. Elles sont magnifiques, des Porsche, des voitures magnifiques qui viennent se garer pour récupérer leurs enfants. Mais nous, on n'a pas ce... Non, mais moi, en plus, je voudrais pas mettre ma fille là-bas, c'est dangereux. On va lui apprendre quoi? Honneur, patrie, liberté, fraternité, égalité. Quel honneur il faudrait porter? Quelle égalité? Il n'y a pas d'égalité, ils ne veulent pas d'égalité, ils ne nous considèrent pas comme Français. Monsieur, ils veulent nous enlever la nationalité. Chaque fois qu'il y a des problèmes en France, on nous dit
Les enfants qui ont une origine, il faut leur enlever la nationalité. Ils en parlent tout le temps. Nous enlever la nationalité française. C'est pas que les riches. Non, Ils mais disent un tiers, c'est des boursiers. Un tiers. c'est aussi une manière de... Toi, maintenant, tu peux, devant une caméra, dire « Oui, mais il y a un tiers de boursiers, c'est quand même pas une école élitiste. Ouais. C'est une bonne excuse. » Si même une école qui est censée être publique et de l'État, elle choisit son public, et ben c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Leur apartheid à eux, c'est pas qu'il est invisible, c'est qu'on veut pas le voir et jamais ça leur viendra l'idée de venir vivre ici. Ah non, pas du tout. Je pose même pas la question. Voilà. Et il y a trop de couleurs, oui, ils aiment pas ça, ils aiment pas la différence. Et donc voilà, et au bout d'un moment, on va nous dire oui, mais il faut, c'est la méritocratie, mais la méritocratie, c'est encore un mensonge pour nous faire culpabiliser de ne pas avoir réussi. Vous vous sentez ségrégationniste? Oui. Ouais. Mais après, moi, ça me dérange pas en vrai. Ça me dérange pas Non, ça me dérange pas parce que j'ai pas de problème avec la population qui m'entoure. Vous pensez qu'il y a des autres qui ont du mal avec vous? Oui, les Blancs. Les Blancs. Voilà, les Blancs. Les Français. Même si officiellement je suis française, les Blancs, oui. Officiellement, vous êtes française? Oui, mais on n'est pas français comme les Blancs. Une des valeurs de l'école est l'amour de la patrie. Qu'est-ce que c'est l'amour de la patrie? Alors la patrie est en relation avec l'histoire, l'histoire de la France. Vous m'aviez posé une petite question tout à l'heure. Est-ce que ces enfants de Saint-Denis ne pourraient pas être fiers de leur grand-père? C'est ça. La patrie, c'est plein de petites familles, plein de petits grands-pères, de grands-mères, de parents, d'enfants qui font l'histoire d'un pays. Qu'est-ce que ça veut dire de nos jours être français? Alors là, je ne vais pas y répondre. Je ne vais pas répondre à cette question. Ça fait vaste débat. Je ne vais pas y répondre. Pourquoi vous décidez de ne pas y répondre? Parce que ça fait... Parce que... Non, je ne vais pas y répondre. Politiquement trop délicat. Oui. Ah. Ich hoffe, dass Ihnen das Video gefallen hat. Klicken Sie hier, um das empfohlene Video anzusehen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, um Updates über VPRO Doc zu erhalten.